Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, alors avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, vous avez mon Instagram juste ici, TikTok juste là. Donc, aujourd'hui, ça va être une vidéo, donc vous avez les thèmes ici, blessure, douleur et communication. Il y aura un troisième thème bonus, ce sera le dernier thème que j'aborderai. C'est une vidéo qui va ressembler à cette vidéo-là. Dans le sens où en fait j'ai pris trois études qui sont sorties récemment. On va les lire ensemble et on va tirer des conclusions. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces études dans notre pratique au quotidien en tant que kiné. Qu'est-ce qu'on en fait ou comment on réfléchit par rapport à ça. Et après, je vous propose, en fait, c'est des études, si je les avais eues pour certaines de mes vidéos qui sont déjà sorties, et ben en fait, je les aurais mis dedans, mais elles n'étaient pas encore sorties. Et donc, à la fin de chaque partie, je vous redirige vers d'autres vidéos de ma chaîne pour avoir vraiment une vision la plus complète possible. En fait, là, c'est des pièces que j'ajoute au puzzle pour d'autres, les précédentes vidéos qui sont sorties et pour lesquelles on n'avait pas encore ces références-là. Donc vous avez la première vidéo de ce type, c'est celle-là. Donc voilà, trois études pour rester à jour. Je vais essayer de sortir ce format-là régulièrement parce que ça permet d'aller un peu plus loin sur certaines choses avec des sources qui sont nouvelles. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y aura toujours au moins deux études en rapport avec la kinésithérapie. Et parfois, il y aura la troisième étude qui sera aussi en rapport avec la kinésithérapie. Et des fois, en fait, ce sera un thème un petit peu différent. Voilà, il y a des études qui sont intéressantes. Parfois, ça peut être les bains froids. Il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses intéressantes dessus. Ça peut être des thèmes qui n'ont un peu rien à voir. Mais voilà, donc toujours au moins deux études en rapport avec la kiné, plus une qui peut être une étude bonus. Et parfois trois qui seront en rapport avec la kinésithérapie. Donc la première vidéo du genre, c'est celle-là. Où je parle croyance, on parle capsule rétractile et radiculopathie. Et voilà, donc là on va commencer. Alors donc il y a 37 diapos, alors ça fait beaucoup, mais normalement ça devrait pas être trop long, je vais essayer d'aller assez vite. Donc on va commencer avec cette étude-là, où en fait on va parler de la douleur et de la blessure, notamment dans le sport. Et bon, normalement, vous savez, c'est deux choses qui sont quand même différentes. Elles peuvent être liées, mais il ne faut pas mettre un signe égal en toutes circonstances entre les deux. Donc, la douleur et la blessure, c'est des choses qui sont différentes. La douleur, c'est la raison la plus fréquente pour laquelle les athlètes arrêtent prématurément leur carrière sportive. Juste avant de continuer, effectivement, si vous travaillez avec des athlètes, ou que vous êtes vous-même un athlète, il faut lire ce genre d'études-là. La douleur cause également de la détresse et de la peur. Bon, ça on sait, ça peut avoir un impact au niveau émotionnel et même et cognitif, et peut être associé à des soins de mauvaise qualité, une baisse de performance. Une blessure ne peut ni être déduite de la douleur, ni être utilisée comme un terme interchangeable avec celle-ci. Donc ça c'est quelque chose qui est hyper important à comprendre, surtout que si vous regardez du contenu, alors je vais parler de musculation, parce que musculation c'est mon sport, mais en fait voilà, on va vous dire, oui si t'as mal là, c'est que t'as une tendinite. Tout de suite on met en face de la douleur une explication patho-anatomique avec un tissu qui serait lésé, endommagé. Les athlètes, les cliniciens et les chercheurs utilisent le terme blessure sportive pour décrire les conditions douloureuses où il n'y a pas toujours de signes de lésion tissulaire. En d'autres termes, la douleur peut donner l'impression d'une blessure, même en l'absence de blessure réelle, et ça c'est quand même important de le savoir. Il existe des interactions complexes entre l'expérience vécue de la blessure et de la douleur, et le raisonnement clinique concernant la blessure et la douleur. En pratique clinique, il y aura une complexité et une variabilité dans la manière dont les athlètes se présentent, ce qui signifie qu'il y aura souvent une incertitude autour de l'exclusion d'une pathologie tissulaire spécifique et du diagnostic. De toute manière, l'incertitude, ça fait partie du métier, dans le soin, tout ça. Il y a toujours une part d'incertitude. Et le but, c'est quand même aussi, quand on a un patient ou un athlète qui vient et qui a une douleur, c'est d'exclure toutes les blessures potentielles. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme? Est-ce qu'il y a... Donc ça peut être avec une fracture. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une lésion myocollagénique, donc le tissu conjonctif qui serait lésé à un endroit? Est-ce qu'il y a une réelle tendinopathie ou des choses comme ça? Ou alors est-ce que juste on a un patient qui, pour plein de raisons, a une douleur à ce moment-là, et nous, en fait, on veut traiter la douleur, mais la douleur, on va la manager
manager différemment de s'il y a une blessure. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on va prendre deux cas extrêmes. La personne qui a mal au genou parce que elle s'est peut-être un peu trop entraînée ces derniers temps et que en termes de récupération ça n'a pas suivi. Et la personne qui est tombée sur son genou, qui s'est fait une fracture de la rotule, par exemple. Là, il va y avoir une douleur au genou, il y a une douleur présente dans les deux cas, on va pas la manager de la même manière. Par conséquent, le spectre de la douleur avec ou sans blessure identifiable peut être perçu comme une échelle évolutive qui change au cours de l'épisode de soins et qui peut évoluer avec le temps, agissant ainsi comme un outil d'aide en pratique clinique. Donc qu'est-ce que c'est la douleur liée au sport? Donc la douleur et la perception d'être blessé est influencée par de multiples facteurs, donc ça vous le savez aussi, tels que la peur et l'inquiétude liées à la douleur, la pression liée à la performance, la compréhension et l'évaluation de la douleur, ainsi que les stratégies d'adaptation. Bien évidemment, en fait, vous allez vivre une expérience douloureuse d'une manière différente. Si vous faites de la musculation par exemple et qu'un jour vous avez mal à l'épaule, vous n'allez pas réagir de la même manière que si par exemple vous êtes tennisman et que votre épaule, c'est votre outil de travail, et que vous commencez à avoir une douleur. C'est possible que dans un cas, vous vous disiez, bon, j'ai un peu mal à l'épaule, je vais faire un peu moins, je vais forcer un peu moins, ça va aller. Dans l'autre cas, c'est, ok, si je me suis abîmé quelque chose dans mon épaule, comment je vais vivre maintenant? Bien que de nombreux éléments contribuent à la douleur, les blessures peuvent dominer le tableau clinique et influencer de manière significative le pronostic, les options de traitement et les délais de retour au sport. Cependant, une distinction nette entre douleur avec ou sans blessure correspond rarement à la réalité clinique. Plutôt, ces deux aspects représentent les extrémités d'un spectre où la douleur reste constante. Et après, donc, bon, on a des exemples qui nous sont donnés par cette étude-là, 3 cas, où en fait ça nous explique un petit peu ce spectre-là au niveau de ce qu'on parle quand on parle de douleur et quand on parle de blessure. La douleur liée au sport donne un sens à la douleur en l'absence de cause dominante, comme une douleur liée à une activité sportive sans pathologie ou lorsque la blessure initiale a dépassé les délais attendus de guérison, bien évidemment. On peut aussi avoir une blessure qui a une douleur qui va être en corrélation avec cette blessure. La blessure, elle va cicatriser, elle va aller mieux, on va récupérer, mais une douleur qui persiste, dans ce cas-là, la douleur, elle a été... Les deux se sont chevauchés, la douleur et la blessure, mais en fait, à un moment donné, la blessure a disparu, mais la douleur a persisté. Et donc là, la gestion, elle va aussi être différente de si on est sur un tissu qui vient juste d'être abîmé. En théorie, ce spectre devrait soutenir le raisonnement clinique. Par exemple, en l'absence de preuves de blessure, les meilleures données disponibles, comme celles sur la gestion de la douleur non spécifique, devaient être appliquées plutôt que des interventions davantage centrées sur des approches biomécaniques. Voilà. Donc ça c'est important, c'est se dire, ah, mon patient, il a mal au coude. Donc mon patient, il a mal au coude, et dans ce cas-là, il a... une tendinite, on va lui faire une infiltration parce qu'il y a de l'inflammation, il faut la diminuer. Et donc là, du coup, on va prendre une décision par rapport à un tissu lésé qui, en plus, va avoir des effets négatifs. On sait maintenant que les infiltrations au niveau du coude, c'est pas une bonne idée sur le long terme. Ou alors, il y a eu une mauvaise gestion de la charge d'entraînement, il y a eu quelque chose qui fait qu'il y a de la douleur. Bon, on va appliquer les principes de gestion de la douleur non spécifique. Donc ça va être avec notamment on va donner du contexte aux patients. C'est toujours pareil, c'est pas pareil le tennisman qui, du jour au lendemain, enfin un jour il se réveille, il a mal au coude, il commence à avoir du mal à jouer et il comprend pas pourquoi. Et si vous êtes capable d'expliquer, oui mais regarde, tu vois là t'es sorti d'une grosse période de tournoi où t'as joué tous les jours alors qu'en général, par exemple t'allais pas assez loin dans les tournois et t'avais une petite pause sur la fin de semaine, là t'as enchaîné 3 tournois où t'as joué tous les jours, il y a une douleur, on va peut-être que c'est cet excès de contraintes qui n'est pas habituel. En plus, jouer tous les jours, ça demande plus de récupération, ce qui n'a pas forcément été fait. Et expliquer, par exemple, ce contexte-là, et à partir du moment où on comprend, où notre douleur, elle a du sens, en tout cas, c'est plus facile de l'accepter, de la tolérer, et de se projeter pour, dans le fait que ça va sûrement aller mieux. Donc en fait, il faut imaginer la douleur comme un puzzle, ici, avec chaque pièce qui représente un facteur qui va contribuer à l'expérience de la douleur. Les pièces opaques, elles symbolisent les facteurs qui sont encore inconnus, donc dans le tableau ici, et tandis que les pièces colorées représentent des facteurs communément reconnus comme influençant l'expérience de la douleur. Pour chaque individu et dans chaque contexte, le poids de chaque facteur il va varier. La douleur liée au sport décrit une douleur en l'absence de pièces nociceptives dominantes, c'est-à-dire une blessure. Donc par exemple, donc là en fait on a le puzzle de la douleur de notre sportif, et en fait on va avoir différentes
choses qui vont rentrer. Donc par exemple, là on a le cas d'une personne, voilà, il y a sa génétique, il y a 4 pièces ici, c'est donc ses expériences, ce qu'il pense, ses croyances, ses activités sportives. Et après on peut avoir une autre personne, bah, peut-être qu'une personne elle aura beaucoup plus de pièces de puzzle gènes, elle en aura beaucoup plus, peut-être 2 ou 3 fois plus par exemple. Voilà, là, la santé générale, elle peut contribuer pour ça. Peut-être que chez un sportif qui fume, qui boit et qui dort très très mal, bon bah peut-être que ça, on aura plus de pièces. Bien évidemment, on aura toujours des pièces où on sait pas. Et il faut être d'accord avec ça. Donc en fait, là, ça, ce qu'on voit ici, c'est là on a la nociception. Voilà, il y a pas, en fait, il faut pas croire que le puzzle il soit tout rouge et c'est que la nociception qui cause la douleur. Bien évidemment, si vous venez de vous exploser un os, bon bah peut-être que la nociception elle remplira une part beaucoup plus importante. Mais après c'est toujours pareil, ça dépend du contexte et tout ça. Et puis on se fracture pas des os non plus tous les jours. Donc voilà, il faut comprendre ça. Et voilà, même la culture va jouer. Je vous recommande une vidéo où je vous montrerai après où on parlait justement de sportifs. Et même par exemple dans les sportifs, dans les stratégies de récupération et tout ça, la culture va jouer. Si vous avez dans votre culture, vous avez baigné dans un milieu socio-culturel, enfin on va dire culturel, ou par exemple le massage, ou même un certain type de massage, on vous a dit depuis tout petit que c'était bien, que vous avez l'habitude d'en pratiquer depuis tout petit et tout ça, et ben vous allez plus l'utiliser. Voilà. Il y a aussi l'exemple par exemple de la médecine coréenne dans une des études. Bon bah effectivement, peut-être que si vous êtes vous avez été éduqué dans un milieu culturel où peut-être qu'il y a plus de chances de pratiquer la médecine coréenne si vous avez un rapport avec la culture coréenne à un moment donné de votre vie que si vous connaissez absolument rien de la culture coréenne. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça, bien évidemment, tout va rentrer en compte. Et donc, le puzzle, il est complexe. Et là, c'est un puzzle, en plus, on sait pas quelle forme il a à la fin. Ou alors, il a la forme d'une douleur, mais bon, on peut pas, ni l'intensité, ni tout ça. On n'a pas forcément toutes les pièces. On sait pas comment elles vont s'emboîter. Voilà. Donc, avec cette part d'incertitude toujours. Définition de la blessure et de la douleur. Donc la blessure, d'après le Comité international olympique, il définit une blessure comme une atteinte tissulaire ou une autre altération du fonctionnement physique normal due à la pratique sportive, résultant d'un transfert rapide ou répétitif d'énergie cinétique. Cette définition inclut sans s'y limiter les dommages tissulaires. Le CIO souligne qu'une blessure est perçue par la tête comme une diminution des fonctions physiques ainsi que de la participation et des performances sportives. Donc à partir du moment où dans blessure il y a une diminution de la fonction physique, on peut avoir déjà en fait une douleur, ça peut être une blessure. Voilà. Et la douleur, donc là si on prend la définition de l'IASP, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel. Cette définition reconnaît que la douleur peut ressembler à celle associée à un dommage tissulaire, mais qu'elle n'est pas équivalente à une blessure. Et donc, il y a pas un trait égal entre les deux. Admettons qu'on parle, nous, d'une blessure vraiment tissulaire avec une lésion tissulaire. On peut avoir une lésion avec douleur, on peut avoir une lésion sans douleur, bien évidemment. Et en fait, et ne pas mettre de trait égal, comme on peut retrouver souvent dans le contenu sur Internet. Voilà. Ça, c'est une chose importante. Donc ça, c'est le puzzle, ok, de la douleur. Ça, c'est le puzzle de la douleur sur les réseaux sociaux, ok. Donc si t'as mal, c'est très simple. C'est le soulevé de terre ou le squat, ça dépend. C'est ta morphologie. Si tu t'es niqué, voilà, t'es fini. Et t'as fait de l'amplitude complète. Voilà. Donc ça, c'est le puzzle de la douleur selon la littérature scientifique, ok. Ça, c'est selon les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'était la petite blague. Mais en fait, le truc, c'est que c'est la petite blague qui est pas très drôle parce qu'en fait, c'est balancé partout sur internet. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Là, je suis en train de faire une vidéo. Vous le savez que c'est des conneries. Mais donc en fait, en gros, vous êtes déjà convaincu par ce que je vous dis. Mais bon, c'est important quand même de le savoir. Maintenant, gestion de la douleur liée au sport. Et effectivement, mon athlète, il a mal. Qu'est-ce que je fais? C'est ça aussi la question à un moment donné. Et puis même en plus, ce qui va être pénible, c'est que mon athlète, il a mal quelque part, et lui, il a ses croyances, ses pensées par rapport à ça. Pour lui, il a mal à l'épaule, c'est son tendon qui est en train de céder. Le médecin lui a dit que c'était son tendon qui allait céder, puis en plus, derrière, il a dit que c'était son tendon qui était en train de céder. Et vous, derrière, vous arrivez, et vous avez des notions, oui, non, mais on peut pas forcément mettre un trait égal, tout ça. Voilà, ça va pas forcément être facile.
Gestion de la douleur liée au sport. Donc les cliniciens travaillant dans le domaine sportif doivent posséder une connaissance approfondie de la différence entre douleur et blessure. Donc je vais répéter ça parce que c'est important. Les cliniciens travaillant dans le domaine sportif doivent posséder une connaissance approfondie de la différence entre douleur et blessure, ainsi que des compétences pour évaluer et gérer les deux. Hein, on a des personnes en musculation, quand vous leur dites que vous avez mal quelque part, ils vont vous faire directement « Oui, c'est parce que tu t'es niqué ça. » Ok, voilà. Et en plus, ils vont donner la cause. Ils sont très forts. Ils donnent le tissu et la cause. Donc tout ce qu'on vous dit qu'on peut plus ou moins pas trouver, parce que déjà il n'y a pas qu'une seule cause, et en plus de ça, il n'y a pas forcément toujours un tissu douloureux en particulier qui est douloureux, mais eux sur internet ils sont capables de vous le dire. Ok. Ils ne doivent pas seulement évaluer les pathologies et la biomécanique, mais aussi comprendre les facteurs qui influencent la douleur des athlètes. Putain, c'est incroyable. Putain, on est en 2024 et on nous dit des choses incroyables. Hein. On ne doit pas seulement évaluer les pathologies et la biomécanique. Il faut prendre en compte d'autres facteurs. Mais quels sont ces facteurs ? Pour un athlète qui souffre de douleurs liées au sport, la gestion devrait se concentrer sur des stratégies favorisant le changement comportemental et l'autogestion. Par exemple, cela peut inclure la construction d'un récit autour de la douleur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut donner du sens à cette douleur. Si le patient il a mal et qu'il n'a aucune idée de pourquoi, et en fait peut-être qu'il va avoir peur, parce que ça va l'agacer. Peut-être des patients qui vous disent comment vous vous sentez par rapport à votre douleur. Ça m'énerve, parce que je comprends pas pourquoi j'ai mal, en fait. D'habitude j'ai mal, ça part, là ça part pas, pourquoi ça part pas ? Je comprends même pas pourquoi c'est venu. Bon. Donc, aider l'athlète à comprendre la douleur, ses implications sur la performance, l'entraînement et la vie quotidienne. Surtout que ça, finalement, c'est des conseils qu'on peut utiliser avec les patients au cabinet, où il y a de fortes chances, pour dans de la douleur musculo-squelettique, voilà, chez un patient sédentaire, qu'en fait, il n'ait pas une lésion tissulaire spécifique qui génère sa douleur, mais qu'en fait, voilà, c'est l'accumulation de plein de facteurs qui font qu'il a mal. Et donc, en fait, ce qu'on nous dit là, on peut les utiliser dans notre pratique quotidienne avec des personnes sédentaires qui ont des douleurs. Combiner à des conseils clairs et précis pour faciliter l'apprentissage expérientiel. Par exemple, des lignes directrices que l'athlète peut appliquer dans son entraînement au quotidien. Bah, après, c'est peut-être des consignes qu'on peut donner aux patients dans son quotidien. Inspirer des sciences liées à la douleur, une approche s'éloignant du modèle pathophysiologique de la douleur pourrait offrir une nouvelle possibilité aux professionnels et aux athlètes. Donc toujours pareil, on essaie de s'éloigner de ces tissus-là qui vous fait mal parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Si la douleur n'est pas uniquement considérée comme un signe de blessure, il devient alors rationnel de soutenir certains athlètes pour qu'ils reprennent leur sport avec ou malgré la douleur. Donc là, la douleur, c'est un signal. En fonction, on va plus ou moins lui en donner de l'importance. Si vous avez mal au pied au point de ne plus pouvoir poser le pied par terre, c'est peut-être une mauvaise consigne de vous dire va faire un marathon, d'accord? Donc on peut mettre des gestions dans l'aigu quand c'est très douloureux, des choses comme ça, mais une fois que le seuil de douleur il est tolérable, si on estime que solliciter cette douleur ne va pas apporter préjudice à la récupération, on peut travailler avec cette douleur. Et l'exposition progressive à la douleur, finalement, c'est un traitement qui convient pour pas mal de personnes. Hein. Y a une douleur pour faire une élévation du bras, on va passer par des moyens détournés pour lever le bras, ou pour soulager cette élévation du bras, ou commencer avec des petits mouvements, et puis ensuite on va essayer d'aller chercher de plus en plus d'amplitude. Donc de le réexposer à la douleur. Voilà. Donc on donne une explication, on construit un récit autour de la douleur pour que ce soit logique pour le patient, on donne des pistes, et puis à l'après on applique un traitement. Avec une exposition progressive, comme je dis, une exposition progressive à la douleur, ça peut être une très bonne stratégie dans pas mal de cas. Ces stratégies pourraient inclure différents aspects contextuels, donc traiter la peur, l'inquiétude, la pression à performer ou proposer des modalités d'entraînement alternatifs. Effectivement, après il faut regarder aussi dans le sport, c'est pas parce que les athlètes ils sont même là où il y a de l'argent, c'est pas forcément là où ils suivent le mieux les directives. D'ailleurs, il me semble, et là je mets juste des pincettes parce que j'ai pas la référence scientifique, faudrait que je la retrouve, mais ça disait en fait qu'en gros on a des stratégies, des lignes directrices, des recommandations par rapport à la gestion de la douleur, des blessures chez les personnes qui ne sont pas sportifs professionnels, et qu'en fait chez les sportifs professionnels, en gros on respecterait pas du tout les recommandations qui sont faites pour les autres. On peut se dire oui mais c'est des personnes qui ont des besoins qui sont différents, tout ça. Ouais, mais en fait le truc c'est que a priori ça leur porte plus préjudice qu'autre chose, parce qu'ils vont se taper plus d'infiltration avec plus d'effets secondaires, ils vont passer plus d'examens dès qu'ils ont mal quelque part, IRM, donc ils vont avoir les rapports d'image avec ça c'est abîmé, voilà. Apprendre juste avec des pincettes parce que j'ai pas la référence. Voilà. Donc mais il me semble. Cognitive, expliquer les différences entre douleur sans danger et une douleur potentiellement menaçante ou nocive.
faire la différence entre oui, ça c'est une douleur, on peut travailler dessus, ou c'est une douleur, on va éviter de travailler dessus. Même parfois, de toute manière, il faut tester aussi, hein. C'est pas le but quand on va chez le kiné, faut pas croire que nous on doit reprovoquer à aucun moment la douleur du patient. Déjà la reprovoquer pour savoir qu'est-ce qui la déclenche, et même parfois poser une espèce de diagnostic au final. C'est si vous redéclenchez pas la douleur de votre patient, comment vous faites pour savoir ce qu'il a? Par exemple, il a une douleur dans la jambe qui qui va être lié. Par exemple, on va prendre un problème où on a un patient qui a un problème qui va être d'une origine vasculaire, par exemple. Donc en fait, on a un patient, il a mal dans la jambe parce que il a de l'athérosclérose partout dans ses artères. Et en fait, dès qu'il sollicite trop ses jambes, bah, ça fait mal. Et il vous dit, ouais, bah, quand je marche, au bout de 500 mètres, ça me fait mal dans les jambes. Bon, bah, on va marcher moins de. On marchera toujours moins de 500 mètres, tout ça. Comment vous faites pour savoir si la douleur qu'il y a dans la jambe, bah, c'est peut-être un problème musculo-squelettique? Est-ce que c'est un problème qui est plutôt le système nerveux? Est-ce que c'est un problème qui est plutôt le système vasculaire? Est-ce que c'est un autre problème? Comment on fait pour savoir? Bah non, il va falloir aller la redéclencher cette douleur. Et parfois c'est ok de se dire bon bah on va s'exposer à la douleur. Ah c'était trop tôt, ça vous a fait mal. Bah on s'est trompé. Et toujours prévenir. Là, on va tester de remettre un petit peu de contrainte. Ça peut augmenter la douleur. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Oui, non. On prend une décision partagée. Vous ne le faites pas faire. On fait ça, et puis on voit comment ça réagit. Vous le faites flamber, vous ne l'avez pas prévenu. Bah là, peut-être que vous allez le faire repartir dans ses peurs, vous allez le faire repartir dans tout un tas d'interrogations par rapport à ça, il va peut-être même vous remettre votre compétence en question, alors que si vous prenez la décision ensemble, disant on va exposer, peut-être il y aura des douleurs, mais ça nous donnera une idée de où on en est, ça ça peut être une bonne chose. Donc communiquer par rapport à ça, et même parfois les patients ils vous diront bah là je me sens pas prêt de redéclencher de la douleur, j'ai pas envie, ou bah, si on fait ça aujourd'hui, là je pars dans 2 jours je pars en week-end, j'ai pas envie de avec ma famille, j'ai pas envie d'avoir des douleurs là-bas, bah on teste la semaine prochaine. On teste la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Social, impliquer le réseau de soutien de l'athlète, y compris les entraîneurs, coéquipiers, amis et famille, pour aider à gérer sa douleur. C'est vrai que ça peut être très embêtant d'avoir un entourage qui comprend pas la douleur. D'accord? Surtout que parfois ça se voit. La douleur, elle se ressent, mais s'il n'y a pas il y a rien aux IRM et tout ça, voilà, on peut avoir même un entourage qui ne nous croit pas, qui ne nous soutient pas. Et différencier les techniques de soulagement de la douleur des stratégies visant à réduire l'impact de la douleur sur la participation sportive est essentiel, en particulier pour les athlètes souffrant de douleurs récurrentes ou chroniques. Voilà, donc on a on va avoir la gestion de la douleur à un instant, puis s'il y a de la douleur chronique, on peut en fait, il y a le fait de vouloir diminuer la douleur parce qu'il y a une problématique. Il y a aussi fait de diminuer la douleur, peut-être même de manière temporaire, le temps de l'événement sportif. Voilà, donc il y a des stratégies qui vont être différentes. Voilà. Alors dans l'étude, il y avait des tableaux aussi, donc on a des points de définition, des considérations, points d'action pour les athlètes, points d'action pour les cliniciens. Bon, on va pas tout lire, soit vous mettez pause, pour ceux qui sont sur le groupe WhatsApp, donc c'est vrai que je dis plus, mais il y a un groupe WhatsApp où je mets tous les PDF, pour ça il faut s'abonner à l'abonnement premium sur la chaîne YouTube. Donc, je crois qu'il est à 4,99 € ou 5 balles par mois. Une fois que vous vous abonnez, vous m'envoyez un message sur Instagram. Vous vous rappelez, je vous l'ai mis au début, si vous n'êtes pas abonné. Et une fois que je vois la notif que vous êtes abonné, bon, bah, je vous mets dans le groupe et je mets au fur et à mesure tous les PDF. Donc la douleur, c'est une expérience personnelle influencée à divers degrés par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, donc le modèle BPS. Chaque athlète vit sa propre expérience de la douleur. La douleur liée au sport est influencée par des facteurs biologiques, donc la charge d'entraînement, nutrition, sommeil, voilà, tout un tas de choses. Donc les facteurs biologiques, psychologiques, donc l'évitement à la douleur et tout ça, et sociaux, donc la culture sportive, le réseau de soutien, voilà. La douleur est influencée par le sommeil, l'accumulation de fatigue, et donc il faut explorer comment la douleur est influencée par divers facteurs, créer un environnement de confiance, voilà. La douleur et la nociception sont des phénomènes différents. La douleur ne peut pas être uniquement déduite de l'activité des neurones sensoriels, bien évidemment. Les nocicepteurs déchargent à chaque instant. Il n'y a pas pourtant de la douleur à chaque fois. Là, je suis en appui sur mon coude, d'accord, je ressens pas de douleur. Peut-être, si je reste trop longtemps ou que j'augmente la pression assez fort, je vais ressentir de la douleur. Mais là, mes nocicepteurs, il y a une déformation mécanique, ils sont activés, hein. La douleur et les blessures sont des entités distinctes qui peuvent coexister ou être séparées. Toutes les douleurs ne sont pas le signe d'une blessure. Distinguer l'évaluation et le traitement, donc d'une pathologie et de l'intégrité des structures et des émotions du contexte lié à la douleur. Donc voilà, tout un tas de choses intéressantes à prendre en compte. Voilà, on valide le ressenti
Bon, je suis parti pour tout lire là de toute façon, hein. Donc, par leurs expériences de vie, les individus apprennent le concept de douleur, les athlètes apprennent à propos de la douleur tout au long de leur carrière. Donc aider à comprendre la douleur, mais ça c'est pour les athlètes, mais pour vos patients aussi. Vous avez probablement beaucoup d'expérience avec la douleur pendant le sport. Utilisez ces expériences pour trouver les meilleures stratégies pour gérer votre douleur, comprendre que la douleur est toujours complexe. Valider le ressenti des personnes concernant la douleur. On valide ce que disent les personnes. Hein. Les personnes, ils ressentent ce qu'ils ressentent. Vous ne pouvez pas ressentir à votre place. Donc on évite d'être un connard et de dire, et de pas croire le patient ou de penser qu'il ment ou de lui faire comprendre. Non, mais en fait, c'est pas tout à fait comme ça ce que vous ressentez. Est-ce que vous n'êtes pas plutôt sûr que en ce moment, vous voulez pas aller au travail et du coup, vu que en ce moment vous au travail, vous vous faites chier, vous avez plus mal. Est-ce que c'est pas ça vraiment que vous avez? Bon, on évite d'être, comme je vous ai dit, un immense connard. Donc on valide ce que la personne elle ressent. Le ressenti de la douleur rapporté par un athlète doit toujours être respecté, validé, bah voilà, mais c'est pas que pour la tête, hein, ça c'est des... Comme je dis, en fait, on prend la tête en considération là, mais ça s'exporte très bien avec le patient au cabinet qui est sédentaire et qui a absolument, qui fait pas d'activité physique ou du moins pas de sport, voilà. Partager votre ressenti sur la douleur peut aider à mieux la comprendre, la gérer, respecter la manière dont la tête vit et exprime sa douleur. On évite tout ce qui est gaslighting médical. Non mais vous êtes sûr que vous avez vraiment mal? Vous êtes sûr, vous êtes bien sûr que vous avez vraiment mal? Est-ce que vous en faites pas un petit peu trop en ce moment? Hein? Surtout, parce qu'on n'est pas tous... j'arriverai si c'est... quand c'est une patiente qui a mal. Hein? Est-ce que vous en faites pas un peu trop, madame, en ce moment? Est-ce que vous en feriez pas un peu trop? Bon. Ça, on en reparlera en plus après. J'avais fait une vidéo sur le TDPM, tout ça. Il y avait des femmes qui racontaient leur expérience avec les médecins et le gaslighting médical quasi permanent sur ce type de problématique et tout ça. Voilà, c'est horrible. Mais la douleur sert habituellement de réponse adaptative. Elle peut avoir des effets négatifs sur la fonction et le bien-être, social et psychologique. Elle peut être perturbatrice, même si elle n'est pas signe d'une blessure grave. La douleur peut être associée à l'entraînement, à la compétition, à la fatigue. Discuter avec les athlètes pour identifier des mesures pertinentes. La description verbale n'est qu'une des manières d'exprimer la douleur. L'incapacité à la communiquer ne signifie pas qu'un humain ou un animal n'éprouve pas de douleur. Hein, voilà. Exprimer la douleur peut être un défi et fortement influencé par les croyances et la culture. Les athlètes expriment leur douleur de manière variée, notamment par des comportements adaptatifs, mais aussi mal adaptatifs. Vous pouvez trouver utile de démontrer une activité ou un mouvement douloureux ou décrire votre douleur. Les athlètes sont plus susceptibles de s'impliquer dans la gestion de leur douleur si celle-ci est comprise et validée, aider à aligner leur compréhension avec leurs objectifs. Ok. Exemple clinique du spectre allant de la blessure liée au sport à la douleur liée au sport. Donc dans les trois exemples suivants, l'athlète se sent blessé et éprouve de la douleur. La principale différence entre les trois cas réside dans l'impact de la blessure sur les décisions de prise en charge. Donc exemple numéro 1, la douleur après une rupture aiguë du ligament croisé antérieur. Donc là, on est clairement dans la blessure sportive. On a un tissu qui a cédé sous la contrainte. Les processus nociceptifs locaux en réponse à la blessure jouent probablement un rôle plus dominant que les expériences et croyances individuelles. Les bonnes pratiques privilégient la guérison locale et la restauration de la tolérance à la charge. Exemple numéro 2, la tendinopathie rotulienne, elle se situe au niveau du spectre où on a des modifications tissulaires qui sont présentes, mais insuffisantes pour expliquer à elles seules la douleur clinique. Ainsi, les bonnes pratiques incluent non seulement la gestion de la charge, mais aussi la prise en compte de facteurs supplémentaires tels que les pensées, les croyances et les expériences passées. Je rappelle en plus que dans les blessures tendineuses, on sait, bon alors en général, chez un sportif, on va avoir un mode de vie plutôt de bonne qualité, on va dire en gros une personne qui va manger sainement, tout ça, où on s'attend à ça. Bien évidemment, en fait, quand vous avez plein de problèmes au niveau métabolique, du diabète, dyslipidémie, que vous avez de l'hypertension et tout ça, en fait, vos tendons, ils vont être de moins bonne qualité. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, il n'y a pas que... donc, ça veut dire quoi? Parce que j'ai déjà vu des personnes qui prennent en charge euh, des personnes en ligne. Ils ne sont pas forcément kinés ou quoi, ils prennent en charge des patients en ligne. Et en fait, on peut vous faire croire qu'avec juste un programme juste de remise en charge ou avec certains exercices spécifiques pour les tendons, ça va aller mieux. Bien évidemment, il y a toujours un contexte. Et si la personne a du diabète ou des choses comme ça, il faut aller l'explorer, il faut le savoir, il faut poser les questions. Parce qu'en fait, ça va jouer sur la qualité des tendons et sur tout un tas de choses, hein, d'ailleurs. Donc, faut savoir que voilà, un tendon qui souffre, ça se traite pas uniquement avec de l'excentrique.
Et on a l'exemple numéro 3, c'est la douleur fémoro-patellaire qui se situe à l'extrémité du spectre lié à la douleur sportive, bien qu'un tableau clinique relativement stéréotypé soit souvent observé, avec une douleur qui va augmenter au mouvement, donc une douleur mécanique. Aucune étiologie partagée n'est identifiée, le traitement ne devrait pas se limiter à la gestion de la charge, fournir une explication crédible et des lignes directrices pour l'apprentissage expérientiel est probablement crucial, contrairement à l'exemple 1, une charge non restreinte. Par exemple, un retour complet au sport est une option si la tête peut gérer les limitations liées à la douleur. Voilà. Mais pas, là, le mec il vient de s'arracher le ligament croisé. Peut-être qu'on va faire un petit temps de repos au début. Là, en fait, si il a mal, bon, bah, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un temps de repos? On peut travailler sur la douleur, voir comment ça évolue, et tout ça. Ça, c'est la traduction d'un autre tableau qui était dans l'étude. Donc, déclaration de la douleur liée au sport est toujours influencée par de nombreux facteurs. Bon, par exemple, les inquiétudes, les attentes, l'expérience, le rôle dans l'équipe, tout ça. La communication est essentielle pour comprendre comment le contexte et l'expérience influencent la douleur liée au sport. Interrogez et prenez en compte les aspects internes, psychologiques et cognitifs et externes, socio-environnementaux de la douleur. La douleur peut être un signe de pathologie grave et spécifique, mais pas toujours. Donc, écarter ces causes est essentiel. Et bien, effectivement, en fait, il faut quand même se dire, faut pas partir du principe complètement inverse. Vous avez mal, non, mais ça c'est multifactoriel. Oui, mais enfin, s'il a le tibia normalement on le voit pas, et qu'on voit son tibia quand il vient vous en consultation, c'est peut-être qu'il y a un problème. Donc considérez les pathologies graves, fractures et les pathologies spécifiques, entorse, utilisez le raisonnement clinique. Voilà, donc en fait, utilisez votre cerveau. Vous en avez un, autant s'en servir un petit peu. Respecter et valider le ressenti de l'athlète concernant la douleur. Donc on valide toujours la validation de ce que le patient ressent, c'est important, il se sent écouté. Voilà, c'est quelque chose qu'il y a à faire. Une fois les pathologies graves écartées, du moins pour le moment, la douleur ne doit plus être expliquée uniquement à l'aide d'un diagnostic biomédical, comme on voit les mecs qui analysent sur les réseaux, c'est assez drôle, genre... je reviendrai dessus après. Comprendre la douleur, son impact sur l'athlète et ce qu'elle doit faire pour la gérer est une meilleure approche. Ou, par exemple, vous avez un mec très connu, musculation, ok. On va pas donner de nom, mais imaginez, mais je crois qu'il fait plus trop de vidéos comme ça, c'est dommage. En fait, il prenait des messages qu'on lui envoyait, et un mec, ouais, je faisais du machin et je me suis fait mal là. Et c'était une personne qui avait la capacité de vous dire, ah oui, mais en faisant ça, tu t'es abîmé ça, c'est pour ça que t'as mal. Et les mecs en commentaire, ah mais ouais, mais c'est un truc de dingue, un truc de dingue. Donc le mec il raconte n'importe quoi, et les gens sont contents. D'accord? Ah oui, tu t'es fait mal comme ça. Ah oui, mais ça, c'est parce que tu t'es fait ça. Ok, d'accord. L'examen clinique, plus besoin. Ok? Après ça, c'est. Voilà. Hein, vous êtes kiné, donc kiné, vous êtes nul. Vous êtes médecin, vous êtes capable de poser un diagnostic. Après, le youtubeur, il n'y a même plus besoin d'examen clinique. On vous dit, j'ai mal là, vous savez directement ce que la personne a là, quoi. Lorsque la douleur est difficile à comprendre, à prévoir et à contrôler, elle peut avoir un fort impact sur la fonction et le bien-être de la tête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut donner du sens à cette douleur. La douleur liée au sport ne se comporte pas comme la douleur associée à une blessure sportive, qui suit souvent le processus de cicatrisation des tissus. Une surévaluation, un traitement excessif ou un surdiagnostic ne sont probablement pas bénéfiques pour la tête. De toute façon, cette surmédicalisation, surdiagnostic, imagerie, tout ça, pas ouf. Reconsidérez la douleur liée au sport et ou votre attente de contrôle total sur la façon dont la douleur affecte l'athlète. Identifier des objectifs et faciliter l'autogestion est crucial pour gérer la douleur liée au sport. Les athlètes ne sont pas susceptibles de donner le meilleur d'eux-mêmes en présence de douleur, et le soulagement de la douleur doit toujours être une priorité. Après c'est pareil aussi, c'est que quand lui il est sur son terrain et qu'il joue et qu'il se fait mal, enfin qu'il déclenche de la douleur, est-ce que lui il se dit je suis en train de me niquer et à chaque fois qu'il fait un match en plus avec de la douleur, il se dit je me rapproche de la fin de ma carrière parce que je suis en train de m'abîmer, ou est-ce qu'il se dit bon bah non en fait j'ai un tissu, j'ai mon genou qui est sensible, je redéclenche un petit peu de douleur, ça va passer après, je vais mettre en place certaines stratégies et puis dès que j'aurai un peu plus de temps pour prendre en charge ma douleur, je le ferai, ou peut-être ou même pas, enfin bon, ouais. Gérer la douleur liée au sport, donc valider la douleur et fournir une explication crédible, demander comment la douleur affecte la vie de la tête. Bref, en fait, si vous ne comprenez pas comment la douleur affecte la tête, vous allez avoir du mal En fait, il faut comprendre, il faut que vous compreniez sa situation, il faut que lui il comprenne sa douleur, mais il faut que vous compreniez comment ça l'impacte dans son quotidien. Il y a des mecs, des fois, ils vont dire j'ai ultra mal, et en fait, dans leur quotidien, ils vont tout faire. Donc là déjà ça va pas être la même approche que la personne qui a une petite douleur, mais que ça lui empêche de faire tout et n'importe quoi dans son quotidien. Offrir un soutien, aborder l'autogestion de la douleur, créer un environnement sécurisé pour que l'athlète
apprennent de ces expériences à avoir une vision globale. Pourquoi il est important de reconnaître la douleur liée au sport? Donc les professionnels de santé, les entraîneurs, les pairs et les leaders d'opinion doivent comprendre que leur gestion et leur discours sur la douleur peuvent influencer la manière dont l'athlète la gérera à l'avenir. Évidemment, quand on reprend les grands noms du bodybuilding français, on va dire de la musculation, qui vous disent tout au long de la journée que parce que quand t'as mal, c'est que tu t'es flingué un 10 dans ton dos, et bah ça pose un problème, parce que déjà ça a aucun sens. Et en plus, du coup, ça va jouer sur plein de choses. Ah oui, et après, vous allez avoir les gens, ils disent, ah oui, non, mais moi aussi, j'avais su, j'aurais pas fait ça, je me suis explosé un disque, mais ça se trouve, ton disque, ça faisait longtemps qu'il était pété, ça se trouve, tu l'aurais pété plus tard en faisant autre chose. Enfin, voilà, on en est là. En 2025, c'est chaud quand même. C'est la douleur liée au sport. Expliqué uniquement comme une blessure sportive ou à l'aide d'un terme patho-anatomique, cela est associé à un risque accru de traitement axé sur les tissus plutôt que sur une prise en charge centrée sur la personne. Stigmatisation, par exemple, considérer la douleur comme psychologique fausse ou comme un signe de faiblesse ou de surtraitement. Donc en fait, on nous dit en fait qu'il faut pas faire ça. Quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux qui fait ça, bah, vous lui dites de pas faire ça. Voilà. Et puis vous lui dites, va lire ça, ça te fera du bien. Il incombe au clinicien d'aider l'athlète à donner du sens à sa douleur, sans jargon ni diagnostic nominal. Pas besoin d'utiliser des mots complexes avec les patients, il faut qu'ils comprennent. Donc effectivement, en fonction de ses connaissances, on peut adapter le discours. Ok, peut-être que c'est sûr et certain que tendon, le sportif, il va voir à peu près de quoi on parle. Peut-être qu'un sédentaire, tendon, il va pas se le représenter super bien. Peut-être faudra expliquer. Donc après, on peut utiliser un vocabulaire qui va être différent en fonction de la personne. Si vous traitez un chirurgien, bon, peut-être que là, lui voudra vous lui expliquer, vous lui fassiez un cours d'anat. Science de la douleur en pratique. La douleur affecte les athlètes pratiquant des sports. L'impact clinique de la douleur dépend de la présence ou non de lésions tissulaires. L'article explore des implications de la douleur chez les athlètes, même en l'absence de pathologie. Bon, en fait, on a compris tout ça, hein, on va pas se répéter encore. Les cliniciens doivent reconnaître, comprendre et gérer la douleur des athlètes, incroyable, quel que soit l'endroit où elle se situe sur ce spectre. Effectivement, faut être capable de prendre en charge un mec qui vient de se rompre un ligament croisé, opéré ou pas, le mec qui vient de se faire une tendinopathie, le mec qui a son problème de genou sans lésion particulière. Cela implique de dépasser la simple gestion des charges et d'intégrer d'autres stratégies telles que l'apprentissage par expérience et l'autogestion, les facteurs contextuels et culturels comme le soutien des pairs et la validation de la douleur. Point clé, constatation, la sensation de blessure ne correspond pas nécessairement à une lésion tissulaire, bien que la douleur soit souvent le facteur commun entre les deux. La douleur peut se manifester en l'absence de blessure ou coexister avec une blessure. Rien de plus que tout à l'heure, rien de nouveau. Implication, les professionnels de la médecine du sport doivent traiter séparément les blessures, la douleur et la perception de la blessure, tout en reconnaissant les chevauchements entre ces phénomènes. D'accord? Je vais le répéter une fois. Alors là, ça va être un cas illustratif qui ne peut représenter à lui seul l'ensemble, je vais faire une généralisation abusive, mais par exemple, moi je connaissais un tennisman professionnel, il allait voir le médecin que tout le monde allait voir, c'est parti pour une douleur d'épaule, donc d'origine sous-acromiale, c'est parti en examen clinique de 5 minutes, suivi d'une infiltration tranquille dans l'épaule, après un examen clinique très très bancal. Donc, c'est pas parce que vous avez du personnel médical qui travaille avec le milieu sportif, que ce soit un club qui a de l'argent, une personne qui est très un sportif de très haut niveau, l'élite vraiment de sport, qui sont forcément bien entourés, d'accord? Donc, je dis, je vais pas faire une généralisation abusive en disant qu'ils sont tous comme ça, et que ça existe, il faut pas partir de ça, et c'est pas parce que si vous recevez un athlète qui a déjà été suivi en équipe de France, ou peu importe, par des kinés, et que vous faites un examen clinique et que vous trouvez quelque chose de différent, assumez ce que vous trouvez, voilà, ayez confiance en vous, et vous dites pas, oui, non, mais en fait, c'est bon, il a vu les meilleurs, moi qui je suis, bah, faites votre examen, ok, et voyez ce que vous trouvez. Et après, de toute manière, va falloir vous ce que vous trouvez, et après, qu'est-ce que vous allez dire aux patients? Est-ce que vous allez, est-ce que ça va, parce que la confrontation, ça va peut-être pas forcément marcher. Et donc là, on revient en fait sur faire vivre des expériences aux patients pour qu'ils essaient de dire, ah oui, effectivement, c'est vrai, mon tendon il est abîmé dès que je lève le bras, c'est comprimé par l'acromion. Ah mais quand on lève le bras comme ça, ah bah là j'ai pas mal. Et du coup, est-ce que vous pensez que on a changé la forme de votre acromion? Non. Ah, donc peut-être que, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah c'est peut-être pas mon acromion. Ah. Donc, est-ce qu'on peut essayer... Voilà, par exemple. Hein. Mise en garde, une dimension philosophique est introduite dans la médecine du sport, encourageant la réflexion sur la mesure dans laquelle les connaissances scientifiques sur la douleur peuvent s'appliquer aux soins optimaux des athlètes, quel que soit leur niveau
ou leur âge. Conclusion, cet article met en lumière l'importance de différencier. Ou bon, ça nous répète la même chose. Bon, vous avez compris, douleur et blessure, c'est pas la même chose. Voilà, on va passer à la suite. Donc ça, en fait, cette étude-là, donc qui est la référence ici, en fait, les deux se complètent. En fait, là, on vous dit les 8 principes de prise en charge quand on a une blessure qui n'est pas traumatique. Voilà, quand il n'y a pas de trauma, on ne dit pas qu'il y a un tissu spécifique qui fait mal. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Donc voilà. Là, maintenant, si vous avez déjà vu ces vidéos-là, bah tant mieux, vous êtes à jour par rapport au sujet qu'on vient d'aborder. Si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, allez les voir. Pourquoi? Là, c'est des cas cliniques de patients sportifs que j'ai reçus au cabinet, et justement on explore un petit peu toutes les croyances autour du sport, le milieu du sport un petit peu. Alors il y a tout niveau, hein. Il y a du sportif professionnel à du sportif amateur, du compétiteur tranquille, bodybuilding, tout ça. Et en fait, on voit un petit peu, voilà, les sportifs ont certaines croyances, ou du moins ces sportifs-là ont certaines croyances, donc en fait, on va faire une application de ça, et on va voir que même si on trouve une certaine cause de douleur, bah, faut convaincre qu'en fait, la cause qu'on a trouvée nous, bah, elle est différente de celle que le sportif, que la personne en face de nous croit avoir. Et bah, peut-être qu'on va pas pouvoir mettre en place à 100% le traitement comme on voudrait le mettre en place, il va falloir passer par certaines choses. Donc ça c'est pour comprendre un petit peu comment on fait avec les patients qui ont les patients sportifs, voilà, des illustrations. Là c'est la communication, donc de toute façon je vais vous le reproposer après celui-là parce qu'on va partir sur de la communication juste après ça. Et comment l'IRM fabrique les malades. Voilà, donc juste effectivement avec ces descriptions patho-anatomiques permanentes, des tissus qui fait mal, et on t'explique que c'est ça qui fait mal parce qu'il y a ça, nanana, voilà. Avant de passer à la suite, la formation toujours présente, donc sur la prise en charge des pathologies graves, effectivement, quand le patient il a mal au dos, dans 90% des cas c'est non spécifique, il y a 10% des cas où c'est spécifique, et il faut être capable d'identifier. Toujours pareil, avant de rassurer le patient et lui dire mais non, mais c'est pas votre tissu qui vous fait mal, tout ça, faut être carré sur l'exclusion des problèmes. D'accord? Ça, c'est quelque chose où il faut être carré. Donc, quand le patient il a mal au dos, est-ce qu'il a juste mal au dos ou est-ce qu'il y a une fracture, une tumeur, une infection? Est-ce qu'il y a un syndrome de la queue de cheval? Est-ce qu'il y a une sténose rachidienne lombaire? Est-ce que il y a un problème d'origine vasculaire? Est-ce qu'il y a une spondylarthrite axiale? Est-ce que tout ça? Voilà. Donc ça c'est l'ancienne vidéo sur le syndrome de la queue de cheval. Là vous avez la nouvelle et c'est ce que je dis à chaque fois. Voilà. Bon, là en fait c'est un extrait, voilà, de la formation qui a changé en fait par rapport à avant. Voilà, le contenu il a doublé. Mais je l'ai laissé au même prix. Voilà. Donc franchement, allez-y, il y a vraiment de quoi faire. Il y a 14h30 de contenu vidéo. Et donc là, on va attaquer cette étude-là. Alors, c'est un peu long. Tac, tac, tac. Bon, on va essayer d'aller, on va essayer d'aller assez vite, ok. Parce qu'en plus, on va voir à la fin qu'on peut pas tirer non plus des conclusions hyper fermes pour le moment, mais on va se servir de ça pour dire comment on va parler aux patients, ok. Toujours dans la communication, l'échange, le relationnel, tout ça, tout ça. Donc, la douleur cervicale, l'une des principales causes d'invalidité dans le monde. Bon, ça, ok, hein, je pense que vous avez beaucoup de personnes au cabinet qui ont des douleurs cervicales. Donc ça peut être non traumatique ou résulter d'un événement traumatique comme un accident de la route. Jusque-là, on n'apprend rien. Les patients qui souffrent de douleurs cervicales après un accident rapportent des niveaux plus élevés de douleur, d'invalidité et de détresse psychologique par rapport à ceux souffrant de douleurs cervicales non traumatiques. Donc là, on peut se dire, effectivement, c'est normal, il y a eu un impact, les structures, elles ont pris un coup, donc ça a peut-être un peu plus abîmé le coup, et donc ça peut expliquer certaines choses. Mais en fait, peut-être, peut-être que, en fait, la différence, c'est que quand une personne elle a mal au cou, on lui dit bon, vous avez mal au cou, et quand il y a une personne qui a eu un trauma, on lui dit vous avez eu un coup du lapin. Et peut-être qu'en fait, le fait si on exclut tous ceux qui se sont explosés les vertèbres, tout un tas de trucs qu'on pétait à ce moment-là, si on prend des personnes peut-être où il y a eu un impact, mais qui n'a pas non plus engendré de dégâts particuliers, le fait d'appeler ça un coup du lapin, bah, peut-être qu'en fait ça fait peur. Et du coup, les gens, ils ont plus mal, peut-être. Donc,
Je sais plus où j'en suis. Tac tac. Présente également une hyperalgésie et une hypoesthésie marquée, probablement indicative de douleurs nociplastique et ont un pronostic plus défavorable. Donc l'hyperalgésie, donc c'est des seuils de douleur qui sont diminués, donc on peut avoir plus mal. Et une hypoesthésie, donc là pour le coup c'est moins de sensations. Les douleurs cervicales après un accident sont souvent qualifiées de coup du lapin ou de troubles associés au coup du lapin, désignant une gamme de symptômes qui peuvent inclure une douleur cervicale, maux de tête, douleur au bras, vertige, troubles sensoriels, entre autres. On peut avoir plein de choses. De toute manière, vous connaissez, vous avez déjà eu des patients qui vous ont dit j'ai eu un coup du lapin. Le terme coup du lapin, il est controversé en raison de ses connotations négatives perçues, susceptibles d'influencer justement les attentes de récupération et de déclencher des pensées négatives. Voilà. Une enquête canadienne basée sur la population a révélé que les personnes avaient des croyances plus négatives sur la récupération et la reprise des activités normales pour une blessure du coup du lapin par rapport à une blessure au cou ou au bras liée au travail. Le fait d'attribuer une douleur cervicale initiale à un coup du lapin a prédit une invalidité plus sévère de 6 à 12 mois. Donc c'est ce qu'on revient, ce que je disais tout à l'heure. Si on a un accident de la route mais qui n'est pas violent au point de tout péter dans la colonne, et bien en fait juste le fait de comment on nomme les choses, et ben ça induit, ça peut induire des attentes qui vont être différentes. Et les attentes c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous avez un patient qui a mal au cou, on va prendre autre chose. Un patient qui a mal aux épaules et qui vous demandez ses attentes par rapport à la kiné, et ben en fait, s'il y a une personne où, par exemple, son problème, on sait que la kiné ça va faire du bien et qui vous dit j'ai zéro attente pour la kiné, moi je viens faire mes 10 séances pour me faire opérer derrière parce que le chirurgien il veut pas m'opérer tant que j'ai pas fait mes 10 séances, vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats que peut-être une personne qui aura moins de bénéfices avec la kiné, on va pas dire zéro, mais peut-être un peu moins, mais qui a des attentes ultra positives et qui vous dit ah ouais mais moi j'ai déjà eu mal à l'épaule, le kiné c'est formidable, nanana, bah peut-être que voilà, il y en a un où il peut avoir des bons résultats, il n'y en aura peut-être pas des bons parce que les attentes, et inversement, parce que les attentes. Voilà. Des termes alternatifs tels que douleur cervicale post-traumatique ou entorse cervicale ont été suggérés pour éviter justement les conséquences iatrogènes du terme coup du lapin. Les étiquettes diagnostiques pour les affections musculo-squelettiques non traumatiques influencent les croyances des gens et leurs préférences de traitement, comparées à des étiquettes non spécifiques, par exemple épisode de lombalgie, douleur persistante à la hanche. Des étiquettes patho-anatomiques plus spécifiques, par exemple arthrite, dégénérescence, ont été associées à des attentes de récupération plus faibles, à une préférence accrue pour des traitements plus invasifs, par exemple à un besoin perçu plus élevé de chirurgie, et à une préférence moindre pour les soins basés sur des preuves, par exemple exercice. Effectivement, si vous dites, si vous avez un patient qui a mal au genou, et qu'il a de l'arthrose, et que le patient, qu'on explique au patient, mais oui, mais l'arthrose, en fait, c'est votre cartilage qui s'use, ah, vous avez trop marché, vous avez trop fait de sport. Bon, bah, vous allez vouloir proposer du sport à votre patient, lui, il va se dire, non, mais il est en train de me flinguer le peu de cartilage qui me reste. Cette étude visait à examiner si différentes étiquettes pour la douleur cervicale après un accident de la route influençaient les attentes de récupération et les croyances en matière de gestion. Et après, il y avait aussi les choses en rapport avec le fait de déposer des réclamations et tout ça. Bon, ça, on va peut-être pas s'intéresser à ça. Donc, comprendre les raisons des faibles attentes de récupération et de la plus grande probabilité de déposer une réclamation et d'explorer les effets modérateurs de l'historique de douleur cervicale. Nous avons émis l'hypothèse que par rapport aux pratiques, enfin, nous, les auteurs de l'étude, hein, nous avons émis l'hypothèse que par rapport aux participants qui recevaient d'autres étiquettes telles que douleur cervicale post-traumatique, douleur cervicale ou entorse cervicale, les participants recevant l'étiquette coup du lapin ou trouble associé au coup du lapin auraient des attentes de récupération plus faibles et des croyances de gestion moins favorables. Par exemple, besoin d'éviter l'activité physique, ou une plus grande volonté de déposer une réclamation. Bon, ça j'ai dit, on s'en fichait, et que l'influence des différentes étiquettes sur les attentes de récupération et les croyances en matière de gestion serait modérée par l'historique de douleur cervicale et les caractéristiques socio-démographiques. Méthode, bon, on va aller vite, hein, c'est des adultes. Alors, il y avait deux types de. Il y avait des adultes, bon, ok, normal, sans antécédents de douleur cervicale et avec des antécédents de douleur cervicale. Soit des douleurs actuelles, soit passées. Critères d'inclusion, donc 18 ans, qui parle anglais, tout ça, très bien. Collecte de données, détails sociodémographiques, littératie en santé, anxiété et dépression. Les participants avec les douleurs cervicales, donc on avait leur historique de douleurs cervicales, l'utilisation des mains. Bon, voilà, en fait, on a pris des gens qui avaient soit jamais eu mal au cou, soit qui avaient déjà eu des problèmes au cou, ou qui en avaient actuellement. Voilà. Vignettes, étiquettes et comment ils ont réparti un petit peu ça. Donc je crois qu'il y avait 5 vignettes différentes. Donc les participants ont été assignés aléatoirement à lire l'une des 5 vignettes décrivant une personne souffrant de douleurs cervicales musculo-squelettiques après un accident de la route et qui a consulté un professionnel de santé. On avait comme vignette coup du lapin, troubles associés au coup du lapin, douleur cervicale post-traumatique, douleur cervicale et entorse cervicale.
Toutes incluaient un message de réassurance, et le message de réassurance, en fait, était identique pour toutes les vignettes. Et en fait, dans le nombre de participants, je crois que c'était 2000 et quelques. Alors, est-ce que je vous raconte n'importe quoi? Voilà, si, de 2229. Donc ils étaient 2000 et quelques, et en fait il y a eu une répartition homogène, ok? Donc il y a 20% de chaque vignette a été attribuée. Voilà. Donc il n'y avait pas plus de personnes qui avaient entorse cervicale que coup du lapin, voilà, c'était réparti de la même manière. Mesure des résultats, donc l'objectif principal c'était d'évaluer les attentes de récupération via une question unique. Donc d'après ce que votre professionnel de santé vous a dit dans le scénario, quelle est la probabilité que vous récupériez complètement d'ici 3 mois? Les réponses ont été notées sur une échelle numérique, de 0 pour pas du tout probable à 10 très probable. Les participants ayant des attentes faibles, donc entre 0 et 5, ils devaient répondre à une question ouverte expliquant leurs croyances. Donc on leur posait une question en plus, question ouverte, et ils expliquaient, bah oui, bah moi je pense que nanani nanana. Les objectifs secondaires, donc c'était le besoin perçu d'imagerie, un second avis, les traitements intensifs, ainsi que l'anxiété liée au diagnostic et à la gravité perçue de la blessure. Chacun a été évalué sur une échelle de 0 à 10. Donc les résultats, 2262 patients randomisés, 2229 qui ont été inclus dans l'analyse. Il y avait assez de participants pour que les résultats... Enfin bon, ils avaient calculé le nombre de participants pour avoir des résultats significatifs. Tout ça, bon, ça, on s'en fiche. Résultat principal, les participants ayant reçu les étiquettes troubles associés au coup du lapin ou douleurs cervicales ont présenté des attentes de récupération significativement plus faibles. Donc là, déjà, première chose, que l'étiquette, du coup, entorse cervicale. Voilà, donc ça, c'est quand même une chose qui est assez importante, c'est que douleurs cervicales et troubles associés au coup du lapin, par rapport... Les personnes, ils préfèrent entorse cervicale. Là, je trouve que c'est assez... marrant entre guillemets, mais là je m'extrais de l'étude, je vais juste donner mon avis. Je trouve ça marrant parce qu'en fait une entorse cervicale, je suis pas sûr que si on demande à des professionnels de santé, par exemple on regroupe 100 kinés et on leur dit pour vous qu'est-ce qui est le plus grave entre une entorse cervicale et une douleur cervicale, je suis pas sûr que les kinés disent que l'entorse cervicale ça fait moins grave ou c'est moins... Voilà. On va penser à étirement des ligaments, peut-être une instabilité cervicale ou des choses comme ça. Moi, je me pose la question. Ouais, donc dites-moi, vous pensez quoi de ma réflexion? Euh, Parce que moi, peut-être, si je me mets dans le truc, je me dis peut-être entorse cervicale, c'est plus grave qu'une douleur cervicale. Parce que douleur cervicale, je me dis c'est non spécifique, voilà, on a mal au cou, on sait pas trop pourquoi. Entorse cervicale, je me dis, bon là, on se dit que c'est les ligaments qui ont pris un coup, donc il y a eu une atteinte structurelle, peut-être c'est plus grave. Bon, c'est ça que je me dis. L'analyse de contenu a identifié 12 thèmes, les réponses correspondant aux 12 thèmes, incertitude ou attente irréaliste sur la durée de récupération, besoin de soins complets et d'un calendrier clair de récupération étaient plus fréquentes chez les patients qui ont reçu l'étiquette trouble associé au coup du lapin que chez ceux ayant reçu l'étiquette entorse cervicale. Les réponses correspondant au thème manque de confiance dans l'approche du professionnel de santé étaient plus fréquentes dans l'étiquette douleur cervicale. Je crois que tout ça, on l'a après. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous avez les 12 items ici. Et en fonction de l'appellation, vous avez en fait ce qu'on retrouve face la proportion de personnes qui évoquent ces thèmes-là. Donc de toute façon, je reviendrai dessus après. Résultats secondaires, donc les participants qui ont reçu l'étiquette trouble associé au coup du lapin étaient significativement plus susceptibles d'éviter les activités physiques par rapport à ceux ayant reçu les étiquettes douleur cervicale post-traumatique, douleur cervicale ou entorse cervicale. En revanche, ceux ayant reçu les étiquettes trouble associé au coup du lapin ou entorse cervicale percevaient un besoin significativement moindre pour un second avis que ceux ayant reçu l'étiquette douleur cervicale. En fait, c'est toujours aussi des fois ce qu'on peut retrouver, c'est quand on vous dit c'est ça, bah en fait, parfois le fait de mentionner ça, ça va amener des attentes négatives et des choses comme ça, bah voilà, on va faire moins d'actifs, peut-être que l'actif ça aurait été le bon traitement, tout ça, mais parfois ça va aussi un peu rassurer les patients, ah, on sait ce que j'ai. Donc c'est pas top, mais au moins on sait ce que j'ai. Voilà. Les participants ayant reçu l'étiquette entorse cervicale percevaient la blessure comme significativement moins grave par rapport à ceux ayant reçu les étiquettes du coup du lapin, troubles associés au coup du lapin, douleur cervicale post-traumatique ou douleur cervicale. De plus, ils percevaient un besoin significativement moins de traitement intensif par rapport à ceux ayant reçu les étiquettes douleur cervicale post-traumatique ou douleur cervicale. Là, c'est par rapport aux finances, bon, ça on va pas s'intéresser à ça, et voilà. Et en fait, en gros, donc
ici, par exemple, si on parle de douleur au cou, c'est ce qu'on retrouve ici. Voilà, donc il y a quand même un manque de confiance dans l'approche des professionnels de santé. Voilà. Donc, donc là, vous avez en fait, en fonction du nom, ce que, les, la fréquence des réponses par rapport à ces items-là. Ok. Donc plus c'est rouge, plus ça a été donné. Voilà. Donc, plus il y a de rouge, plus on peut se dire que c'est pas forcément la meilleure appellation, mais voilà, on voit qu'il y a quand même il y a du rouge partout, hein. Effet modérateur des antécédents de douleur cervicale et des caractéristiques sociodémographiques. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que parmi les participants sans antécédents de douleur cervicale, ceux ayant reçu l'étiquette trouble associé au cou du lapin avaient des attentes de récupération significativement plus faibles que ceux ayant reçu les étiquettes cou du lapin ou entorse cervicale. Chez les participants avec des douleurs cervicales actuelles ou passées, ceux ayant reçu l'étiquette douleur cervicale avaient des attentes de récupération significativement plus faibles que ceux ayant reçu l'étiquette entorse cervicale. Donc en fait là vous avez les comparaisons quand on compare les deux termes et après en fonction de si le patient, donc en fait quand c'est en rouge donc c'est que c'est des patients qui ont mal au cou, qui ont eu mal au cou, et en bleu c'est des patients qui n'ont pas eu de problème de cou. Les effets des étiquettes n'ont pas été modérés ni par l'âge, le sexe, le niveau d'éducation ou le statut professionnel, donc en fait ça a concerné ça modifiait pas en fonction de votre âge, de votre sexe, ce que vous allez percevoir. Discussion, donc cette étude randomisée, c'est la première de son genre dans le contexte des blessures musculo-squelettiques indemnisables, a montré que les participants qui ont reçu les étiquettes troubles associés au cou du lapin ou douleur cervicale avaient des attentes de récupération plus faibles comparées à ceux ayant reçu l'étiquette entorse cervicale. Cette observation a été enrichie par les données qualitatives. Par rapport à l'étiquette entorse cervicale, les participants ayant reçu l'étiquette troubles associés au cou du lapin exprimaient plus fréquemment une incertitude quant à leur récupération complète en 3 mois et un besoin de soins complet avec un calendrier de récupération clair et tout ça. Les participants ayant reçu l'étiquette douleur cervicale ont souvent exprimé un manque de confiance dans l'approche du professionnel de santé, reflétant une méfiance envers le diagnostic ou les conseils. Donc ça c'est un peu embêtant parce que du coup on va peut-être augmenter certaines attentes, mais on va en diminuer d'autres parce qu'on va pas avoir confiance dans notre thérapeute. Le sentiment de ne pas être pris au sérieux et des inquiétudes concernant l'absence d'examen approfondi. Toujours un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, des fois on vous donne un diagnostic patho-anatomique, il peut y avoir quand même certains bénéfices. Ah, on a trouvé la cause de mon problème, on m'a pris au sérieux, j'ai des examens, ça se voit sur la radio, tout ça, tout ça. L'impact des étiquettes sur les attentes de récupération variait selon les antécédents de douleurs cervicales des participants. Ceux ayant des douleurs cervicales actuelles ou passées avaient des attentes de récupération plus faibles avec l'étiquette douleur cervicale par rapport à l'étiquette entorse cervicale. Probablement parce qu'ils considéraient que l'étiquette douleur cervicale elle était trop générale, ça manquait d'informations spécifiques sur leurs conditions. Peut-être on n'est pas pris au sérieux quand on se sent pas pris au sérieux quand on dit ah non mais vous avez juste mal au cou en fait. En revanche, parmi les participants sans antécédents de douleur cervicale, ceux ayant reçu l'étiquette trouble associé au cou du lapin avaient des attentes de récupération plus faibles que ceux ayant reçu les étiquettes du cou du lapin ou entorse cervicale. Le terme trouble par opposition à cou du lapin pourrait encourager une perception de récupération prolongée. Donc voilà, on voit que les mots ont une importance. Trouble, tout de suite, c'est pas clair, c'est pas précis, ils savent pas, nanana. L'étiquette entorse cervicale était associée à des résultats plus favorables sur la plupart des mesures par rapport aux autres étiquettes. Cela incluait des besoins moindres pour éviter l'activité physique, des traitements intensifs et un second avis, ainsi qu'une perception de gravité moindre de la blessure. Qu'est-ce que on fait de ça? Ah oui, c'est pas fini. Comparaison avec la littérature, donc ça s'aligne avec des résultats similaires pour d'autres données de la littérature scientifique. C'est quelque chose qu'on peut voir sur l'épaule. Alors là, il dit des petites différences. Bon, je me rappelle plus précisément, mais de ça, je l'aborde. Par exemple, effectivement, si vous appelez une douleur d'épaule une rupture de coiffe ou une bursite, bah, peut-être que le besoin perçu de chirurgie va être augmenté s'il y a une rupture. Si vous dites rupture tendineuse, parce qu'il va y avoir la nécessité de... Enfin, on va penser qu'il y a besoin de réparer ce qui a été rompu. Les effets plus importants ont été rapportés dans les études sur la douleur lombaire et les douleurs à la hanche. Pour la douleur lombaire, des étiquettes patho-anatomiques telles que arthrite, dégénérescence et hernie discale ont réduit les attentes de récupération et ça a augmenté le besoin perçu d'imagerie, de chirurgie par rapport à des étiquettes comme épisode de lombalgie, entorse lombaire et lombalgie non spécifique. Donc là, en fait, on revient typiquement justement sur cette vidéo-là. Allez voir voilà, comment l'IRM peut fabriquer des malades, et même de manière générale. Je crois que je parle pas que de l'IRM, hein, je dois parler de l'imagerie de manière générale.
Tac, tac, tac. Concernant la douleur à la hanche, étiquette dégénérescence de la hanche a conduit à des croyances selon lesquelles l'exercice était plus nocif. Bah ouais, forcément, vous vous dites votre hanche elle est dégénérée. Les gens, plus on utilise, plus ça dégénère. Donc bah, je vais pas faire d'exercice. Et la chirurgie, donc, ce serait ce qu'il faudrait faire. Signification des résultats, donc les cliniciens pourraient envisager l'impact potentiel des différentes étiquettes décrivant la douleur cervicale après un accident de la route lorsqu'ils communiquent avec les patients. Éviter l'étiquette douleur cervicale pourrait être bénéfique car elle était associée à des attentes de récupération plus faibles, à une perception de gravité. Bon, toujours la même chose. Parmi les étiquettes couramment utilisées, coup du lapin et troubles associés au coup du lapin, il pourrait être pertinent pour les cliniciens d'éviter cette dernière car elle était non seulement associée à des attentes de récupération plus faibles, mais aussi à un besoin accru d'éviter l'activité physique. Donc, pas top. Nos résultats favorisent largement l'étiquette entorse cervicale comme étant celle la plus susceptible de favoriser des attentes de récupération plus favorables et des croyances positives sur la gestion. Qu'est-ce qu'on prend de manière spécifique à cette étude-là? C'est que bah, on sait qu'en fonction de la manière dont on va nommer les choses, donc là, notamment au niveau du rachis cervical, ça va induire des attentes différentes, des besoins différents chez le patient. Donc en fait, ce que vous allez dire, ça va orienter le traitement. Et dans un point de vue plus global, en fait, les mots que vous allez utiliser, en fait, vous allez façonner toute une partie du traitement et des attentes du patient avec les mots que vous allez utiliser. Donc si vous racontez n'importe quoi avec votre bouche, et après vous essayez de faire les meilleures choses que vous voulez avec votre main ou avec les haltères, en fait, votre bouche, elle peut anéantir les effets, ou alors les améliorer aussi. Hein. Mais voilà, donc faites très attention aux termes que vous utilisez. On voit qu'en fait, pour le même problème, changer l'appellation, ça va changer, en fait, ça va changer la rééducation derrière. On va dire ouais, ça va changer les attentes, donc du coup potentiellement la rééducation et les résultats à terme. Perspective de recherche, par conséquent, fournir un contexte et des explications. Donc là, on revient sur le contexte et les explications qui doivent être claires pour le patient, garantir la compréhension des étiquettes par les patients, répondre aux idées reçues et donner des conseils basés sur les recommandations des guides cliniques pour être plus efficace et plus facile à mettre en œuvre que de renommer l'étiquette coup du lapin. Des recherches futures devraient confirmer cette hypothèse. Après, voilà, il y a aussi comment vous balancez l'information. Là, les patients, ils ont eu la vignette avec la réassurance, mais s'il y a un échange derrière avec le patient peut-être qu'il y a moyen quand même de lui faire changer sa perception de son problème, malgré le fait d'utiliser un mot qui, a priori, serait délétère, entre guillemets. Donc c'est important, donc en fait, on revient sur quoi? On revient une fois de plus sur la même chose. Apprenez à manier votre langue, en fait. Voilà. On utilise... on fait attention à ce qu'on dit. Faites très attention à ce qu'on dit. Après, de toute manière, faut pas penser que, même parfois, vous faites ça de manière générale, et après, par contre, vous allez avoir des patients, en utilisant des termes... Alors après, ça dépend aussi qui a dit les termes avant à votre patient et tout ça, mais il y en a, par exemple, des patients, ils voudront que vous leur disiez, moi, que vous me disiez pourquoi j'ai mal. Et la réponse, je ne sais pas, ne va pas leur convenir. Donc, bah, soit vous restez sur vos positions en expliquant que vous ne savez pas, soit vous mentez. Bon, après, c'est vous qui faites votre choix, mais voilà, il y a des patients, ils veulent savoir ce que c'est. Mais si vous n'êtes pas capable de dire ce qu'il a, et ce qui peut être normal pour une bonne partie des cas, mais que lui il veut, bah dans ce cas-là, c'est peut-être que vous n'êtes juste pas fait pour vous entendre, vous n'êtes pas fait pour mener la rééducation de cette personne-là, et la personne, elle a le droit de changer de praticien. Ok. Limitation, donc on a plusieurs limites. L'étude a été menée en ligne, ok. Deuxièmement, chaque étiquette était accompagnée d'une brève explication pour simuler la manière dont une étiquette diagnostique pourrait être présentée aux patients dans un cadre clinique, donc c'est une simulation. Et troisièmement, le message visant à rassurer les patients dans les vignettes pourrait ne pas refléter fidèlement la communication clinique réelle et pourrait contrebalancer l'effet des étiquettes, voilà, introduisant un biais dans les résultats. Et en plus, ils ont testé 5 étiquettes, mais on aurait pu tester d'autres choses. Le mot... eux, ils ont pris douleur cervicale, machin, tout ça, ils auraient pu dire, d'autres choses. Hein. Pas que 5 manières de nommer une douleur cervicale. Conclusion, donc les personnes qui ont reçu étiquette, bon ça on a compris, les résultats assignés aux étiquettes trouvées, bon. Les cliniciens devraient être, en fait j'ai déjà fait l'implication juste avant en vous expliquant tout ça, donc les cliniciens devraient être conscients de l'influence potentielle des différentes étiquettes décrivant la douleur cervicale, mais de manière générale, décrire une douleur de manière générale en fait, hein. Après un accident de la route, ces résultats pourraient ne pas être applicables au contexte clinique réel, car cette étude a été menée en ligne sur la base d'un scénario hypothétique. Mais c'est intéressant quand même, c'est intéressant, c'est intéressant. Bah, de toute manière, vu les conclusions qu'on en tire, c'est intéressant. Dans le sens où, de toute façon, on revient toujours à la même chose. Apprenez à vous exprimer correctement sans faire peur aux gens.
Donc, tout ça, avec quoi ça va? Donc, alors je crois que c'est les mêmes vidéos que je vous ai conseillées, sauf le cas clinique, il me semble. Ouais. Donc, cette vidéo-là, faut aller la voir pour comprendre un petit peu l'imagerie, ok? Enfin, en fonction de comment vous allez décrire l'imagerie, les patients vont, les résultats vont être différents. On peut créer des malades. Voilà, ça c'est à voir. Et là, voilà, faut voir, on voit la communication, comment les mots peuvent induire le traitement, comment, quels mots on peut utiliser, quels mots on devrait éviter d'utiliser, plein de tips sur la communication, des choses comme ça. Bon, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, non, en fait, on s'en fiche pas du tout. Là, je dis on s'en fiche, mais absolument pas. Il faut aller voir cette vidéo. Donc, c'est 1 heure, 44 minutes. Et là, c'est les professionnels de santé, on doit faire mieux. Donc là, en fait, ça, c'est un cas clinique. Patiente avec une douleur de coude. Ben, c'est simple, elle a eu le parcours de soins typique qu'il faudrait éviter chez les patients. Elle a été issue d'un processus de soins, elle avait un parcours de soins qui l'a menée à là où elle en est actuellement, c'est-à-dire à ne plus pouvoir exercer depuis 2 ans à cause du système de soins, les imageries et les professionnels de santé, ce qu'on lui a raconté. Voilà. Donc voilà, alors là, on a fini sur les parties kiné. Maintenant on va parler d'un autre thème, et on va parler des menstruations. Ok, on va voir, il y a une étude qui est sortie en fait, je crois que c'est Nature, le journal, et ça parle de mythes. Et donc du coup c'est assez intéressant. Il y a des liens qu'on pourra faire avec la pratique clinique. Il y en a des fois ce sera juste de l'information. Donc comme je vous ai dit, soit 2 études en rapport avec la kiné et une qui n'a rien à voir, ou qui est un peu plus éloignée, ou soit 3 études en rapport avec la kiné. Là, nous, on va parler des menstruations. Ok? Donc en fait, c'est une étude, alors qui vont reprendre des mythes, en fait, voilà. Donc pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, on va explorer des mythes, hein. On est tous sujets aux idées reçues, aux mythes et tout ça, et donc du coup, c'est important de les remettre en question. J'ai une petite audience, je vais l'utiliser pour parler de certains sujets. Donc en fait, ils ont demandé à 6 scientifiques de partager leur point de vue sur des mythes en abordant les croyances liées à l'alimentation, l'humeur, le sang et la douleur en ce qui concerne les règles. Et donc c'est assez intéressant. Donc il y a 6 mythes. Les tabous menstruels nuisent à la santé et au bien-être. Voilà, je rappelle, on est quand même en 2025, il y a un tabou autour des règles qui est toujours présent. Voilà, moi je trouve ça assez incroyable. Donc l'urgence de cacher le fait d'avoir ces règles, en particulier en ce qui concerne les matériaux menstruels usagés, donc les tissus, les serviettes, tampons, tout ça, se retrouve dans les cultures et contextes du monde entier. C'est incroyable ça aussi. Donc avec des implications importantes pour la santé mondiale, hein. Je rappelle, donc, comme ça touche quand même les règles, une grande partie de la population. Ce mythe contribue à un sentiment de gêne et de honte autour des règles et engendre du stress et de l'anxiété quant au moyen de dissimuler ces matériaux usagés, une tâche particulièrement difficile lorsque les toilettes scolaires manquent de mécanismes adéquats pour leur élimination ou de moyens pour laver les matériaux en toute intimité. Donc c'est quand même aussi une certaine dichotomie, dans le sens où on dit c'est sale, c'est pas bien, faut les cacher, mais on ne donne aucun moyen à ces personnes de pouvoir juste en fait soit les jeter, soit les nettoyer, prendre soin, parce que bon, bah, voilà, il y a tissus, serviettes, tampons, il y a des femmes qui ont des cups, donc avoir de quoi pouvoir les vider tranquillement dans certains, dans les lieux, dans les toilettes et tout ça, peut-être avoir des trucs pour pouvoir les nettoyer, bon voilà, donc faut cacher, et en plus de ça, par contre, c'est tu te démerdes pour cacher et tout ça. Quelle que soit la nature du mythe, l'idée répandue sur laquelle les matériaux menstruels doivent être cachés et omniprésentes, même dans les pays à revenus élevés, donc faut pas croire que ça existe pas à l'heure actuelle, en France ou des choses comme ça existe partout, ok? Résultat, aucun de ces contextes urbains ne disposait, donc là en fait c'était Barcelone, Kampala, Manille, New York, Osaka et Rio. Donc vous avez examiné les éléments favorables aux menstruations dans les toilettes publiques. Résultat, aucun de ces contextes urbains ne disposait de mécanismes adéquats pour l'élimination des matériaux menstruels dans les cabines ou installations sanitaires. Donc c'est assez intéressant, donc c'est ce que je vous disais. On vous dit il faut cacher ça, c'est sale, c'est pas beau, c'est pas bien, mais on vous donne aucun moyen on vous donne pas les mesures l'hygiène, l'accès aux mesures d'hygiène qui vous permettent de vous débarrasser ou de prendre soin de votre matériel tranquillement. Voilà. Donc ça, c'était le premier. Je rappelle qu'on est en 2025, hein. On est en 2025, hein. Et là, il y a des villes comme New York, Osaka, voilà, ok, donc c'est Barcelone, bon, Barcelone, c'est à côté, hein, en termes d'échelle.
Les stéréotypes sur les femmes en période prémenstruelle sont préjudiciables. Donc un mythe courant sur le cycle menstruel affirme que les femmes perdent le contrôle d'elles-mêmes pendant la phase prémenstruelle. Ces messages culturels sur les prétendus effets du cycle menstruel sur les émotions et le comportement des femmes sont si répandus que la majorité des Américains, y compris des femmes qui ne présentent elles-mêmes que de légers symptômes prémenstruels, croient que le syndrome prémenstruel est universel. Donc le syndrome prémenstruel, ce qu'on peut appeler le SPM, alors là j'ai pu les donner, dans une autre vidéo j'en avais parlé justement du TDPM qui est un SPM particulier, mais ça touche pas tout le monde non plus, hein, ok. Donc c'est pas toutes les femmes ont un SPM, ça touche une bonne partie, mais absolument pas 100%. Hein. D'autres suggèrent que les tabous menstruels de longue date ont jusqu'à récemment limité les discussions sur le cycle menstruel à des plaintes sur les symptômes ou à des moqueries envers les femmes qui en souffrent. Des processus psychosociaux tels que la prophétie autoréalisatrice ou l'effet de fausse unicité pourraient également contribuer à maintenir ce stéréotype. Du coup, le truc de fausse unicité là, en fait, c'est la tendance à croire ça que... ça, c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est la tendance à croire que nos comportements, notre manière de penser, nos actes, en fait, ils sont uniques. En général, c'est plutôt pour pour se mettre en avant, genre moi je pense comme ça, je suis quelqu'un de bien, tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous êtes un peu comme tout le monde, ok. Rappelez-vous que vous n'êtes jamais la première personne à faire une recherche sur Google. Donc, faut se calmer un petit peu. Mais voilà, donc en fait, bon, on va continuer. Si plaisanter sur les menstruations ou se plaindre des symptômes peut renforcer les liens entre femmes, cela peut également alimenter une forme de sexisme nuisant à leur statut social. La croyance selon laquelle les hormones transformant les femmes en monstres menstruels chaque mois peut suggérer qu'elles ne sont pas dignes de confiance dans les rôles de responsabilité ou de leadership. Bon, je rappelle, on est en 2025. La douleur menstruelle ne doit pas être ignorée. Donc là, bon, alors du coup, ça et ça, ces deux choses-là, ça va pas nous affecter de manière directe au cabinet. Ça, c'est juste, de manière générale, ne soyez pas un connard. On revient à cette règle de base, entre êtres humains, voilà, on évite d'être un connard. La douleur menstruelle ne doit pas être ignorée. Là, on est dans la douleur. On peut avoir des femmes qui vont se plaindre de douleur. Bon, bah, on les écoute et il faut savoir que donc il a été proposé que le cycle menstruel soit considéré comme l'un des signes vitaux du corps, comme d'autres signes vitaux. Le cycle menstruel est peut-être un indicateur de l'état de santé général. Lorsque la douleur, parce que bon, il y a le fait qu'il y ait de la douleur ou pas pendant les menstruations, mais il y a aussi le fait que les menstruations soient présentes. Par exemple, une femme qui n'a plus ses règles, peut-être quelque chose qui ne se passe pas bien. On peut penser la chose la plus commune en général à laquelle on pense, c'est les syndromes de déficit calorique relatifs au sport, là, ce qu'on appelle REDES. Voilà, donc c'est une femme qui n'a plus ses règles, normalement, ça doit quand même interpeller. Lorsque la douleur associée aux menstruations affecte le fonctionnement quotidien et la qualité de vie, elle constitue un signe nécessitant une évaluation et un traitement approfondi. Donc effectivement, on peut se dire que un certain niveau de douleur pendant les règles, ça peut être normal. Mais à partir du moment où ça commence à affecter le fonctionnement quotidien et la qualité de vie, là, il faut quand même se dire que c'est pas normal. Cependant, pour des millions de personnes dans le monde souffrant de dysménorrhée, cette reconnaissance est encore absente. Oui, t'as mal, c'est normal, t'as tes règles, tu peux pas te lever du lit, c'est normal, t'as tes règles, bon voilà. La normalisation et le rejet de la dysménorrhée ont eu des effets catastrophiques sur l'éducation, le travail, les relations et la santé mentale. Effectivement, hein, si vous êtes dans la possibilité de travailler plusieurs jours dans le mois parce que vous avez des douleurs, ça va être un petit peu difficile de mener une vie normale. De plus, une douleur menstruelle récurrente non traitée peut sensibiliser le système nerveux, favorisant ainsi une progression vers une douleur persistante. Okay, donc, imaginez en plus vous avez une autre douleur à côté, vous avez mal au dos, en plus de, enfin, admettons que les deux ne soient pas liés, voilà, donc vous allez amener de la douleur dans votre quotidien, bon, pas ouf. Les dysménorrhées est un diagnostic clinique de catégorie, le primaire, okay, donc là où il n'y a pas de pathologie, mais des voies physiopathologiques telles que l'inflammation, les contractions utérines, les altérations de la perception de la douleur et des facteurs génétiques ont été identifiés. Et quand elle est secondaire, donc par exemple liée à d'autres pathologies pelviennes, notamment, on pense endométriose, voilà. Donc qui peut être associé en plus à des complications, la fatigue, l'infertilité, maladies cardiovasculaires, certains cancers ovariens, les causes secondaires doivent être envisagées lorsque la douleur dure plus longtemps dans le cycle, s'aggrave avec le temps, se localise sur un côté ou s'accompagne de douleurs pendant les rapports sexuels, la miction ou la défécation. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est des choses, si vous avez une patiente qui vous commence à vous raconter ça, peut-être que ce soit sa plainte primaire ou une autre plainte à côté, il va peut-être falloir lui dire d'aller consulter un médecin qui voudra bien l'écouter. D'accord?
L'historique négligence de la dysménorrhée est liée à plusieurs facteurs. Donc les problèmes de santé des femmes, souvent sous-financés, surtout ceux qui ne concernent pas directement la grossesse. Oui, parce qu'en fait, vous le saviez pas, mais les femmes ne servent qu'à se reproduire, hein. Elles n'ont que cette fonction-là dans la vie, bien évidemment. Bien évidemment. Les processus pelviens, menstruation, reproduction sont stigmatisés, bien qu'ils soient naturels. La douleur chronique elle-même est souvent stigmatisée. Les voix des personnes souffrant de douleurs menstruelles, y compris celles atteintes d'endométriose, demandent un changement. La douleur menstruelle doit être reconnue, diagnostiquée et traitée. Voilà, donc je pense que vous connaissez tous des personnes dans votre entourage qui ont, donc on va dire des femmes qui ont des règles douloureuses depuis plusieurs années, ça les impacte dans leur vie quotidienne et personne ne fait rien. Voilà. Donc en fait là, c'est le message. Donc là, pour nous, c'est important au cabinet, mais en fait, si vous êtes un professionnel de santé de manière générale, c'est important. Et si vous êtes quelqu'un qui côtoyait des femmes, ça peut arriver. Bah, comme ça, vous pouvez, faut que vous soyez, faut connaître un petit peu. Là, c'est très, là, c'est vraiment 6 mythes, on les explore en vraiment rapide, hein, il y a moyen d'aller beaucoup plus en profondeur. Et vous vous rappelez, on a vu ça tout à l'heure, hop, 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 on remonte. Bon, je me rappelle plus où c'était. Respecter et valider le ressenti, bon là, de l'athlète, mais en fait, juste des gens, hein, de manière générale. Toujours pareil, on évite d'être un énorme enfoiré. L'inégalité de genre est essentielle pour lutter contre la douleur menstruelle. Donc, il n'existe aucune douleur considérée comme acceptable ou normale chez les hommes. Cela illustre à quel point les mythes sur les menstruations sont forts et à quel point le fossé entre les genres est profond. La douleur menstruelle affecte des millions de personnes dans le monde. Ouais, ça affecte quand même du monde, hein. Mais en raison de l'inégalité de genre omniprésente, elle reste souvent non traitée et les maladies liées aux menstruations reçoivent peu d'attention et de financement pour la recherche. Par exemple, l'endométriose, qui touche 10% des femmes en âge de procréer, peut avoir un effet dévastateur sur les relations sociales et sexuelles, le développement de carrière et la construction de la famille en raison des douleurs pelviennes et de l'infertilité. Donc là, on est sur du 10%, hein. 10%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous connaissez quelqu'un, vous avez déjà croisé quelqu'un qui a de l'endométriose, soit diagnostiqué ou pas, mais qui en souffre, en tout cas. Ça, vous connaissez forcément, que ce soit dans votre famille, votre entourage, vos amis, mais aussi patients que vous avez reçus au cabinet. Un symptôme clé de l'endométriose est la dysménorrhée, douleur menstruelle sévère. Les raisons pour lesquelles cela est négligé pourraient se trouver chez les femmes elles-mêmes. Les femmes peuvent normaliser et tolérer la douleur au lieu de chercher des soins appropriés pour des raisons telles qu'un manque d'accès ou de sensibilisation, des expériences négatives antérieures avec des soins de santé, la honte et l'embarras, ainsi qu'un manque de soutien de la part de la famille ou des professionnels de santé. Hein, le médecin, ah oui, je me sens vraiment pas bien quand j'ai mes règles, j'ai des fortes douleurs, je suis limite obligé de rester à la maison, ça m'impacte quand même beaucoup dans mon travail. Voilà, des fois j'ai des week-ends avec des amis, bah, si ça tombe en période où j'ai mes règles, bah, j'y vais pas, parce que j'ai pas envie d'avoir mal en dehors de chez moi. Mais madame, est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Est-ce que finalement ce sont bien vos amis? Est-ce que finalement en fait vous ne les appréciez pas et vous vous trouveriez pas des excuses pour ne pas partir en week-end avec eux, hein, ma petite dame, ok? Hein, gaslighting traditionnel, on va dire, on connaît. Voilà, donc on valide les patients, tous les patients, d'accord. Voilà. Et donc, aussi, il y a une chose, hein, si on vous dit depuis tout petit, mais non, mais c'est normal que t'aies mal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, bah, on va être moins à même de consulter, ok, alors que quand on est un garçon, effectivement, bon, il n'y a pas de règle, donc normalement, on n'est pas censé avoir de douleur, bon, bah, dès qu'on a mal quelque part, peut-être qu'on sera plus pris au sérieux. Il y aurait une inégalité de prise en charge en fonction des sexes. Non, je veux pas y croire. Pas en France, non, non. Un défi consiste à s'assurer que de tels efforts respectent les différents contextes culturels et traditions. Une seule approche ne convient pas à tous. Cependant, je crois aussi que les femmes... Donc oui, c'est jeu parce qu'en fait, c'est à chaque fois une personne différente qui aborde... Bah, je vous ai dit au début, c'est six auteurs différents. Cependant, je crois aussi que les femmes ne devraient pas avoir à affronter la dysménorrhée ou tout symptôme ou maladie liée aux menstruations en s'appuyant uniquement sur leur proverbiale force intérieure. Il est clairement nécessaire de briser le rideau rouge invisible qui entoure encore les femmes pendant cette période du mois et de fournir à celles qui ont des menstruations les soins et le respect dont elles ont besoin pour vivre leur vie pleinement. L'éducation et la sensibilisation sont les premières étapes cruciales sur ce long et sinueux chemin. Donc éducation, sensibilisation. Là, effectivement, j'essaie d'apporter un tout petit peu de sensibilisation avec la maigre audience que j'ai. Et effectivement, en fait, ça dure quand même plusieurs années. Donc si vous souffrez tous les mois pendant plusieurs années, ça commence à faire beaucoup à la fin.
Alors les menstruations n'altèrent pas le microbiome vaginal, alors là par exemple ça c'est quelque chose que j'ai découvert parce que je n'avais absolument pas cette idée reçue parce que je n'étais même pas au courant de cette idée reçue là. Voilà. Donc un mythe persistant affirme que les menstruations perturbent le microbiome vaginal de manière néfaste. Cette idée fausse induit non seulement les femmes en erreur mais alimente également des craintes inutiles concernant leur fonctionnement corporel naturel. Le sang menstruel augmente temporairement le pH vaginal et apporte des nutriments susceptibles de favoriser la croissance bactérienne. Cependant chez la plupart des femmes, le microbiote vaginal reste relativement stable tout au long du cycle. Les données scientifiques sur l'impact des tampons, serviettes, coupes menstruelles et culottes absorbantes sur le microbiome vaginal restent limitées, bien que ces produits soient largement utilisés. Ça, c'est assez intéressant, c'est que c'est toujours pareil, c'est pas étudié. Voilà. Pour comprendre pourquoi les microbiomes de la majorité des femmes résistent aux menstruations alors que certains ne le font pas, des recherches approfondies sur les populations bactériennes, fongiques et virales du microbiome et leurs interactions sont indispensables. En fait, toujours pareil, il faut étudier les choses si on veut les comprendre. La connaissance, c'est un pouvoir, d'accord? L'ignorance, c'est une faiblesse pour le coup, hein, et ça peut même tuer parfois, d'accord? Donc on va plutôt privilégier la lutte pour la connaissance hein, que glorifier l'ignorance, d'accord? Je voulais dire autre chose. Ils ne disent pas là, mais là c'est mon avis perso, je vous le donne, on est en fin de vidéo de toute façon, on doit être deux. Donc, effectivement, si en plus, ça c'est un mythe, ça c'est... Là, tu découvres ça, ok, ah, il y a une altération du truc, là tu fais quoi? Tu crées un complément alimentaire que tu vends bien cher, ok, tu lui donnes des prétentions thérapeutiques pas possibles, et là tu te sers encore une fois de la détresse des gens pour faire de l'argent, voilà. Donc c'est ça aussi que je vois pourquoi sensibiliser par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des gens sur internet, si j'ai l'idée là en lisant ça, il y a déjà des gens qui ont eu l'idée. Ok, je vous rappelle, personne n'est exceptionnel. Tac, tac, tac. Davantage de recherches sont nécessaires sur la nutrition et les symptômes menstruels. Ouais, bon, là, c'est pareil, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur les réseaux. Donc, certains mythes autour des menstruations concernent l'alimentation et la nutrition. Par exemple, on conseille souvent aux personnes menstruées d'éviter certains aliments, bien qu'il manque de preuves scientifiques de qualité pour appuyer ces recommandations. Pourquoi alors observe-t-on des recommandations nutritionnelles sans fondement scientifique solide? Incroyable, on observe ça? Non. Prenons l'exemple des aliments anti-inflammatoires souvent suggérés pour soulager les symptômes menstruels qui touchent environ la moitié de la population à un moment ou à un autre. L'inflammation a été proposée comme un mécanisme potentiel à l'origine de ces symptômes. Des analyses transversales issues de bases de données longitudinales ont montré une association positive entre des marqueurs inflammatoires aigus et les symptômes tels que les crampes menstruelles, les ballonnements et les douleurs mammaires. Par ailleurs, une revue systématique d'essais contrôlés randomisés a suggéré un lien potentiel entre l'alimentation et les marqueurs inflammatoires, d'où la recommandation d'aliments anti-inflammatoires pour soulager les symptômes sur la base de cette littérature. Cependant, ces études ne portaient pas spécifiquement sur le cycle menstruel, et ça ne veut pas dire que vous avez des aliments qui diminuent l'inflammation, que ça va diminuer l'inflammation pour diminuer les douleurs. Après, là, c'est des trucs mécanistiques, il faut qu'on fasse des trucs sérieux, ok ? Notre revue de littérature suggère que la vitamine D, le calcium, le zinc et la curcumine, donc issus du curcuma, méritent d'être étudiés plus en détail. Voilà. De toute façon, je pense, d'après ce que j'ai lu, que de toute manière, là je vais moins m'exprimer dessus, mais la vitamine D, pour un peu tout et pour n'importe quoi, c'est plutôt bénéfique. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, à part si vous prenez des doses incroyables, donc attention aux doses que vous prenez de vitamine D. Hein, en général, on parle d'unité internationale, il n'y a pas besoin de prendre... je crois que le seuil, de toute façon, au-dessus de 10 000 unités internationales, on vous déconseille, donc prenez-en moins, d'accord? Mais a priori, la vitamine D, vous ne prenez pas trop de risques si vous prenez des doses régulières dans la... vous pouvez prendre tous les jours, hein, c'est des trucs que vous pouvez prendre sous forme de... Alors soit vous avez les énormes doses d'un coup, là, qui tiennent 1 ou 3 mois, a priori, il vaudrait peut-être plutôt prendre des gouttes un petit peu tous les jours. Faut y penser, mais ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc là, on a fini la vidéo. Juste, j'ai fait cette vidéo-là il y a quelques mois, donc sur le trouble dysphorique prémenstruel, qui est un SPM boosté, on va dire. Donc, pareil, donc de temps en temps, je ferai des hors-séries. Où je me sers de ma petite audience, je m'intéresse à un sujet. Celui-là, je ne connaissais rien du tout, donc c'est très difficile, très spécial de partir d'un sujet où vous ne connaissez pas grand-chose, voire rien, et d'essayer d'en faire une vidéo qui a du sens et qui dit le moins de bêtises possible. Donc voilà, en plus, je pensais que personne ne la verrait finalement. Elle a plutôt bien marché, hein, on va dire. C'est une vidéo qui a été regardée. Donc voilà. Donc là, on a fini la vidéo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, vous avez appris des choses. Et puis on se dit à la prochaine. Salut!